Dans ce premier module, nous allons parler du déroulement d'une première consultation en vue de la sclérothérapie. Je vous parlerai d'abord du diagnostic et ensuite des informations qui peuvent être délivrées, qui doivent être délivrées aux patients lors d'une consultation pour sclérose. On va commencer la consultation par une anamnèse et interroger le patient bien sûr sur son hérédité, sans oublier l'hérédité paternelle qui est très importante dans la transmission de la maladie. Chez la femme, s'interroger sur les éventuelles grossesses, les traitements hormonaux, interroger le patient sur sa profession et son mode de vie, rechercher des antécédents de phlébite, d'allergies qui sont des contre-indications aux scléroses, rechercher également une éventuelle maladie artérielle qui nécessiterait un traitement préalablement au traitement de la maladie veineuse. Il existe des contre-indications absolues aux scléroses qui vont donc devoir également être recherchées. La première, bien que très rare, est l'hypersensibilité ou l'allergie au polydocanol chez un patient qui aurait déjà été sclérosé et qui contre-indique absolument le traitement par sclérose avec ce produit. On va également demander aux patients ses antécédents quant à une éventuelle maladie systémique aiguë ou chronique sévère, comme le diabète. Rechercher des patients qui seraient sous disulfiram ou médicaments à effet disulfiram, comme le flagyl. En effet, le polydocanol contient de l'alcool et pourrait donc provoquer une réaction antabuse-like qui est très dommageable. Vérifier que le patient peut se mobiliser correctement et ne pas rester immobile dans son fauteuil après la sclérose. Il est très important qu'il se mobilise pour éviter les phlébites. Comme je l'ai déjà dit, on vérifiera qu'un patient n'est pas atteint d'une maladie artérielle grave qui nécessiterait un traitement préalable à tout traitement veineux. Une autre contre-indication absolue est la maladie thromboembolique en général et en tout cas certainement une thrombophlébite aiguë. Il faut également rechercher un patient à risque accru de thrombose et lui demander s'il connaît éventuellement dans sa famille proche ou pour lui-même des antécédents de thrombophilie héréditaire. Également rechercher les facteurs de risque de phlébite comme par exemple l'association d'un contraceptif oral avec le tabac, une obésité importante ou des risques d'immobilisation. Une patiente enceinte est une contre-indication à la sclérose et donc un début de grossesse doit être également recherché. Après, c'est plus évident. Une patiente qui allait également ne doit pas être sclérosée. D'autres contre-indications sont plus relatives et devront être discutées en fonction de l'intérêt clinique de la sclérose. Il s'agit d'un mauvais état de santé général, d'un diabète ou d'un patient qui présente une constitution allergique ou qui est asthmatique. L'examen va ensuite se poursuivre par un examen clinique qui va être double. On va réaliser un examen tout d'abord debout, puis un examen couché. Le patient debout va être déshabillé afin que ses jambes soient bien visibles sur toute leur hauteur et on va commencer l'inspection par rechercher un éventuel excès de poids et puis examiner l'aspect des varices, demander au patient ce qui l'ennuie, ce qu'il voit dans sa maladie variqueuse. On va rechercher des œdèmes et des éventuels troubles trophiques comme l'eczéma, une dermite ocre ou un ulcère variqueux. L'examen debout va se poursuivre par une palpation qui permet souvent de mieux visualiser les veines et les varices que la vue simple. On va également pouvoir confirmer des œdèmes et vérifier les pulsations artérielles. Le patient étant toujours debout, on peut en profiter pour réaliser la première partie d'un échodoppler. L'échodoppler veineux superficiel se réalise en général debout, pour rechercher des reflux, des maladies tronculaires ou tributaires isolées et pouvoir déjà avoir une idée de l'importance de la pathologie du patient. L'examen va se poursuivre couché.
L'examen va alors pouvoir confirmer qu'il n'existe pas de maladie artérielle, vérifier qu'on n'a pas non plus de maladie veineuse profonde sévère ou de signes indirects de phlébite profonde. On va pouvoir également vérifier les œdèmes et réaliser la deuxième partie de l'échodoppler qui consiste essentiellement en la partie d'échodoppler veineux profond et les complications veineuses profondes éventuellement associées à la maladie variqueuse. J'ai déjà parlé du Doppler et il est capital dans le bilan d'une insuffisance veineuse et dans un bilan avant sclérose. Les recommandations tant anglaises qu'européennes confirment cet examen indispensable avant tout traitement. Les recommandations européennes parlent d'un simple Doppler, examen qui n'est plus remboursé en Belgique. Il faudra donc absolument apprendre à faire un échodoppler. L'objectif de l'échodoppler est d'abord diagnostique, c'est-à-dire visualiser l'anatomie veineuse et les éventuelles varices, rechercher, détecter une éventuelle complication, une thrombophlébite, une obstruction et rechercher l'origine des reflux avant de pouvoir scléroser l'éventuelle varice qui ennuie le patient. On peut rarement compléter cet examen par des examens complémentaires qui sont plutôt, soit pour la plétismographie, des examens dans le cadre d'une recherche scientifique. La phlébographie, l'IRM et le scanner sont réservés à la confirmation de complications veineuses profondes ou de malformations veineuses qui ont été suspectées en échographie. Parfois, il faut savoir discuter les soucis que l'on rencontre. Et donc, si par exemple un patient asthmatique présentant un ulcère se présente à vous avec une perforante alimentant cet ulcère, il est parfois préférable de lui proposer une sclérose de la perforante qu'une intervention chirurgicale lourde qui est également contre-indiquée dans certains cas chez un patient insuffisant respiratoire. Pour établir le diagnostic, on peut terminer son examen clinique en réalisant rapidement une classification CIP. La classification CIP est un acronyme qui signifie, le C signifie clinique, le E signifie étiologie, le A signifie anatomie et le P signifie physiologie. On va donc pouvoir classer le patient en fonction de la gravité clinique de sa maladie, l'origine de sa maladie, l'étiologie, l'anatomie des veines malades et la physiopathologie qui peut être un reflux ou une obstruction. Le patient qui est présenté ici, il a un stade clinique 2, c'est-à-dire qu'il a des varices mais non compliquées. Son étiologie est congénitale. Le niveau anatomique atteint et ce sont des veines superficielles au niveau du genou et la physiopathologie à l'œuvre est un reflux veineux. Avant de proposer une sclérose et en fonction des pathologies du patient, je pense qu'il faut lui parler de tous les traitements qui existent dans l'insuffisance veineuse, en particulier des bas de contention qui, même s'ils ne sont pas populaires, sont très importants dans le traitement des varices. Lui parler également des différentes possibilités chirurgicales ou thermiques de traitement de maladies tronculaires veineuses, des traitements de sclérothérapie à la mousse en particulier et des mesures hygiéno-diététiques importantes également dans la prise en charge de la maladie, principalement la façon de se nourrir, la mobilisation, la façon de s'habiller, éviter les grosses chaleurs ou les périodes de chaleur et pouvoir reposer ses jambes quand c'est possible, en les surélevant par exemple ou en réalisant des douches froides. Nous en resterons là et nous concentrerons maintenant sur le traitement des petites varices, donc des télangiectasies et des varices réticulaires. En Belgique,
les dermatologues ou les médecins esthétiques qui réalisent des microscléroses adressent en général leurs patients préalablement pour un bilan échodoppler ou également lorsqu'ils visualisent des varices plus importantes à un chirurgien vasculaire ou à un phlébologue pour bilan avant sclérose esthétique. Je pense que c'est prudent tant d'un point de vue médico-légal que pour les résultats de ces scléroses. Il faut également informer le patient sur les complications après traitement. J'y reviendrai largement dans un autre module, mais il faut savoir pour le patient qu'il existe deux types de complications, des complications rares mais graves et des complications moins graves et en général temporaires. Parmi les consultations graves, il y a le risque d'allergie, les risques d'extravasation et de nécrose cutanée, de très rares risques d'accidents vasculaires cérébraux et le risque rare également, 1 pour 1000, de thrombose veineuse profonde. Par contre, les risques plus bénins, mais beaucoup plus fréquents, doivent également être expliqués. Il s'agit évidemment des douleurs liées à l'injection, à l'inflammation post-sclérose ou à d'éventuels petits thrombus, phlébites superficiels. On a également des réactions liées aux produits, comme les troubles visuels, des céphalées et des migraines, une toux sèche ou une sensation de stricture thoracique qui peuvent apparaître immédiatement après l'injection, et des réactions à moyen terme comme l'hyperpigmentation, le matting ou des nécroses cutanées. Je vous conseille de prendre votre temps lors de cette première consultation. On conseille en général une demi-heure pour avoir le temps de bien examiner le patient et de lui expliquer clairement les différentes possibilités thérapeutiques et celles que vous lui conseillez. Une consultation de sclérose ensuite peut être un peu plus rapide, de l'ordre d'un quart d'heure à 20 minutes en général. Avant que le patient ne parte, il faut également lui donner des conseils pratiques, lui prescrire des bas de contention en connaissant ce que vous allez prescrire et donc en lui expliquant ce qu'il doit acheter, où il doit l'acheter et lui rappelant qu'il doit les prendre à chaque consultation, lui demandant de ne pas raser ses jambes car il risque alors d'être irrité par l'alcool que vous utiliserez pour désinfecter, éviter les expositions au soleil après le traitement mais également avant le traitement pour éviter la pigmentation et la stimulation des mélanocytes qui peut augmenter les risques d'hyperpigmentation, de ne pas appliquer de crème de crème hydratante sur le corps le jour du traitement pour éviter que les pansements ne collent pas et les difficultés de désinfecter la peau, et de lui demander, le cas échéant, si vous ne pouvez pas en disposer sur votre lieu de travail, d'aller acheter les produits sclérosants à la pharmacie. Pour les patients qui ont un seuil de douleur très bas, vous pouvez conseiller de prendre un antidouleur de type paracétamol une demi-heure avant la consultation de sclérose. Et chez les femmes, planifier la sclérose dans la première moitié du cycle menstruel, période où les veines sont moins dilatées, moins sous tension et donc moins douloureuses. Il est également très bénéfique pour le patient d'utiliser du matériel éducatif. Il est d'abord intéressant d'avoir votre propre matériel qui résume les nombreuses informations que vous avez données au patient et dont il ne retiendra pas tout. Ça lui permettra également de relire ce que vous lui avez dit et d'éventuellement poser des questions à la consultation suivante. Il existe également de nombreuses brochures informatives, y compris des schémas qui permettent d'expliquer la maladie et d'expliquer clairement au patient les tenants de sa maladie veineuse et l'intérêt du traitement que vous allez lui proposer. Il faut également le prévenir qu'un traitement complet peut nécessiter plusieurs séances et qu'il faudra donc prévoir plusieurs séances, ne fût-ce qu'une séance de sclérose et une séance de contrôle, et qu'il faudra également du temps pour évaluer le traitement que vous allez faire. Je vous conseille donc de fixer 3 rendez-vous d'emblée, 2 rendez-vous, un premier rendez-vous, un deuxième assez rapidement après 2 ou 3 semaines
pour les séances de traitement et un traitement à plus long terme, 6 semaines à 3 mois, pour contrôler l'effet de vos scléroses. Il faut également prévenir le patient que le traitement risque d'aggraver l'aspect esthétique de ces varices et que le résultat est peu esthétique au départ, que le résultat définitif ne sera attendu qu'après plusieurs semaines, voire quelques mois, et qu'il faut donc être patient. On peut également expliquer aux patients l'importance des précautions à suivre après le traitement de sclérose et l'importance de porter une compression, mais je reviendrai là-dessus dans le module spécifique compression et autres précisions après sclérose.